peut être une atteinte de type mécanisme immunoallergique ou d'hypersensibilité, c'est la même chose, qui peut être dirigée contre le médicament lui-même, contre le princeps, mais aussi contre les métabolites hépatiques du médicament. Ça peut être lié à une mutation génétique individuelle qui va pouvoir modifier la production des métabolites chez le patient donné. Donc ça, c'est aussi très difficile à détecter pour l'instant. Il y a très peu de médicaments pour lesquels on a des arguments solides. Alors, vous ne connaissez probablement pas l'allotane, c'est un anesthésique volatile halogénique qui a été supprimé, mais il y a toute une famille, et c'est quelque chose qu'on surveille sur le plan fréquence, etc., des atteintes hépatiques. Et puis, ce qui arrive en fait assez souvent, c'est qu'on a découvert pour pas mal de médicaments qu'il pouvait y avoir d'une part des réactions de type immunoallergique et d'autre part des réactions de type toxique, donc proportionnelles aux doses. Et c'est pas facile du tout. Il y a des molécules, des médicaments qui ont une dizaine de métabolites, dont certains sont tous actifs. Je pense en particulier aux psychotropes. Hein. Donc ça c'est quand même relativement compliqué. Et puis, vous avez quand même, en dernier point, l'effet peut être modulé par des systèmes de défense. Et en fait, ce qui est important avec la toxicité hépatique, c'est l'état nutritionnel du patient, dont je n'ai pas parlé du tout à l'heure. Un patient qui est dénutri va avoir, par exemple, un déficit en glutathion et donc aura plus de risques de faire une toxicité hépatique à un médicament. Donc là, je vais aborder en fin de topo le cas particulier du paracétamol. C'est pour illustrer un petit peu, c'est pas, vous avez le temps de le retenir et autres, mais pour vous donner quelques petits messages sur cette molécule qui est très intéressante, mais qui n'est pas anodine en intoxication aiguë. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais les Américains aiment bien être originaux. Donc, il y a certains médicaments qui ont une domination spécifique américaine, anglo-saxonne, je dirais, en Amérique du Nord. Et donc, aux États-Unis, ce n'est pas le paracétamol qui est le nom de dénomination commune internationale qui est utilisé, c'est l'acétaminophène. Et ça arrive que les patients demandent, et ça, par exemple, quand il y a un souci de paracétamol, il faut bien que les gens aient compris que c'est exactement la même molécule. Hein. Donc, c'est quelquefois pas su. Alors, intoxication aiguë, suicide chez l'adulte et accidentelle chez l'enfant, ça peut être aussi suicide, mais c'est quand même plus rare, c'est plutôt des injections. Des ingestions, c'est les petits qui commencent à crapahuter, donc c'est entre 18 mois et 4 ans qu'il y a le plus de risques qu'un enfant ramasse des choses diverses un peu embêtantes. Alors, le paracétamol, vous connaissez, il y a plein de spécialités diverses et variées, Doliprane, Efferalgan, Dafalgan, etc. Donc, c'est un médicament qui n'a pas de propriété anti-inflammatoire, qui est un antalgique, un antipyrétique, sans activité donc anti-inflammatoire, comme par exemple son copain, l'aspirine, qui, elle, comme molécule, a des propriétés anti-inflammatoires à dose élevée. Et l'intoxication aiguë par le paracétamol, quelle que soit sa cause, peut entraîner un tableau d'hépatite cytolytique centrolobulaire. Ça, c'est vrai qu'il y a, pour le paracétamol, en intox aigu, il y a des lésions assez caractéristiques. Mais quand on voit les lésions, ça veut dire quoi ? Que le patient attend une greffe. Hein. En général, ça arrive beaucoup moins maintenant qu'avant, parce qu'on a pris des mesures de prudence au niveau des conditionnants et de plein de choses. Alors, l'intoxication aiguë, en fait, cet exemple est intéressant parce que la toxicité hépatique du paracétamol, ce n'est pas du tout à retenir par cœur, c'est plus la réflexion et les messages. C'est dû à l'action d'un métabolite réactif instable. On vous en a parlé ou pas du tout du paracétamol ? Bon. Et il faut vraiment s'en rappeler. Et ce métabolite hautement réactif est formé dans le foie. Et cette molécule, normalement, est fabriquée en petite quantité à dose thérapeutique. Et logiquement, les réserves de glutathion des gens permettent, si vous voulez, de complexer avec le glutathion le métabolite actif qui est formé donc en tout petit peu avec les doses thérapeutiques et du coup il n'y a pas de souci. Donc si un patient est dénutri, si un patient a un alcoolisme par exemple, c'est des facteurs qui font que les patients sont à risque de toxicité, même à dose thérapeutique. C'est surtout le problème en toxicité chronique, prise chronique. Donc l'intoxication aiguë d'abord,
le métabolite instable est toxique et hautement toxique va, dans les situations normales, être inactivé par le glutathion. Dans une situation anormale, c'est-à-dire quand il y a un surdosage important, les réserves sont épuisées et donc le métabolite va se lier de manière covalente au niveau cellulaire. Donc, liaison covalente, c'est irréversible et les cellules hépatiques sont détruites. On vit avec combien de fois normalement ? Ben en fait, on peut vivre avec pas beaucoup de foie. Si vous voulez, on peut très bien vivre avec à peu près 25% du foie. C'est pour ça qu'on découpe hein, chez des gens qui ont des soucis, mais au bout d'un moment, il faut quand même s'arrêter. Donc c'est là où la greffe est importante. Je plaisante un peu, mais c'est vrai. Donc en fait, si vous voulez, dans une intoxication aiguë, les réserves du foie sont complètement dépassées et ça peut aller très vite. Hein, la destruction dramatique. Alors, ce qui est très important, j'aurais dû vous demander si vous saviez, c'est que c'est pas banal. Après la prise de paracétamol, on n'a pas du tout de trouble de conscience. Souvent, quand un enfant ingère des médicaments, il y a des hypnotiques, il y a des anxiolytiques, et il va marcher pas droit, il va avoir des troubles de l'équilibre, il va éventuellement s'endormir, si vous voulez. Là, le paracétamol, c'est silencieux. Hein, ça, c'est très, très important. Et les vomissements arrivent déjà relativement tard, vers 17 heures à peu près. Et les perturbations hépatiques, c'est-à-dire la cytolyse, elle arrive très tardivement, beaucoup plus, largement après 48 heures. Hein. Et la dégradation de l'état clinique, elle arrive à 2-3 jours. Donc là, le foie, en général, si rien ne s'est passé, le foie est bousillé. Hein, ça, c'est vraiment important. L'hémostase, par exemple, se modifie relativement tardivement et trop tard. Donc c'est une réelle grande urgence. Un dosage plasmatique à l'arrivée va permettre d'avoir un point de repère et éventuellement d'en faire un autre pour voir comment la courbe se situe. On vous a parlé de la courbe de Prescott. Il y a une courbe, vous pouvez l'oublier, il y a une courbe qui permet de voir si au niveau des dosages plasmatiques faits, on est en dessous de la barre du danger ou au-dessus. Et ce qui est très important, c'est de pouvoir éventuellement agir avant combien de temps ? C'est pas marqué là, je crois. Avant 4 heures. Hein. Voilà, donc c'est court. Hein. Je ne dis pas qu'après tous les gens ne sont pas sauvés, mais ce qu'il faut faire, c'est, on a un antidote qui est exceptionnel en médecine, c'est l'acétylcystéine, et les ponts sulfure vont permettre de bloquer le métabolite toxique. Et dans la grande urgence, c'est la voie IV. Quelquefois, chez l'enfant, on le fait par voie orale. Tout dépend, si vous voulez, des résultats des dosages plasmatiques et de l'état clinique. Donc tous les centres antipoison ont les protocoles d'évaluation ainsi que les services de réanimation. Et quand on en est au stade de l'hépatite fulminante, c'est la nécessité de greffe. Et je me souviens d'un enfant, ça s'est très bien passé, c'était un petit gamin de 3 ans, le père venait d'être hospitalisé, la mère, je ne sais plus ce qui s'était passé, enfin il y avait comme d'habitude pas mal de soucis, et il avait donc bidouillé tout seul je crois que dans la salle de bain, il avait ramassé ce qu'il pouvait, et donc il a avalé du paracétamol. Et alors, la grand-mère avait un métier embêtant. À votre avis, qu'est-ce qu'elle faisait comme métier ? Ben, elle était médecin et biologiste, donc pas loin de la retraite. Et en fait, elle ne comprenait pas qu'on veuille garder l'enfant qui, lui, rigolait dans son lit. Il était en forme, hein, forcément, parce qu'il venait d'avaler du paracétamol, mais il n'y avait pas de signe clinique. Et elle ne comprenait pas qu'on puisse être inquiet pour quelqu'un qui n'a, un enfant ou un adulte, qui n'a pas de signe clinique. Donc, on lui a expliqué à plusieurs reprises, et l'enfant a été mis sous perfusion d'acétylcystéine. Il y a eu des dosages, et comme il était arrivé assez tôt, ça s'est bien passé. Mais ça, c'est très, très important, l'absence de signes cliniques. Hein. Dans une tentative de suicide, si les gens ne parlent pas, ils peuvent très bien être complètement dans un état de conscience normal et malheureusement évoluer très gravement. C'est mieux connu, c'est mieux pris en charge maintenant qu'il y avait une bonne quinzaine d'années. Donc en pratique quotidienne, ça c'était les points importants.
La toxicité du paracétamol, elle est prévisible, elle est donc vraiment, c'est un mécanisme toxique, c'est un médicament qui a une marge thérapeutique importante, mais il y a quand même des facteurs de risque en dehors de l'intoxication aiguë ou de la tentative de suicide ou ingestion accidentelle en pédiatrie. Et alors ce qui est important, c'est que en France, on a été souvent en posologie sous-dosé. Et puis, on a imité les pays anglo-saxons et on est monté jusqu'à 4 grammes par 24 heures. Et en fait, à 4 grammes par 24 heures, on n'est pas meilleur sur le plan de l'analgésie et on prend des risques en traitement répété de toxicité hépatique chez les gens qui ont une dénutrition, qui sont maigres, à qui on n'a pas vérifié sur le plan poids par rapport aux doses. Et ça se voit quand même chez l'adulte. Quand il y a des prescriptions de ce type, il faut vraiment être vigilant. La femme enceinte a des risques de toxicité hépatique plus importants. Donc il faut vraiment que vous reteniez, que ce soit par voie orale ou par voie IV, que c'est 3 grammes par 24 heures. On ne vous dira peut-être pas ça, parce que c'est dur à faire passer. Donc les facteurs de risque, c'est alcoolisme, bien sûr, patient dénutri, fin de grossesse, et le gros problème de l'automédication, des associations en vente libre, où vous avez du paracétamol avec un antihistaminique et avec un autre médicament. Et quelquefois, les parents, par exemple, pour un enfant, peuvent, sans se rendre compte, apporter du paracétamol par un biais que le médecin n'avait pas prévu. Donc il faut vraiment informer les familles sur ce risque qui malheureusement est toujours présent. Les spécialités ont diminué par rapport à avant. Alors les grands messages, excusez-moi. Donc le foie est la plaque tournante du métabolisme. Il est particulièrement impliqué dans le métabolisme des médicaments et bien sûr tout ce qui est administration par voie d'administration orale. Une substance liposoluble est en général plus épurée par le foie que par le rein et va se transformer donc au niveau hépatique en substance hydrosoluble. Et bien sûr, pour passer partout, il y a un minimum de liposolubilité, mais tout ce qui est médicaments du système nerveux central, que ce soit les médicaments utilisés en psychiatrie ou dans l'épilepsie, ce sont des médicaments qui en général ont une épuration hépatique avec plusieurs médicaments. Pour vous donner un exemple, vous connaissez le Valium, c'est le diazépam. Il se métabolise en nordazépam, qui est l'équivalent du tranxène. Et le tranxène se métabolise, donc le nordazépam se métabolise en oxazépam, qui est le Seresta. Donc quand on traite un patient par Valium, il reçoit en fait 3 substances actives. C'est un très bon médicament, un bon anxiolytique, un myorelaxant. Il peut être donné dans les crises convulsives, mais il faut le savoir. On sait que ça va être d'élimination lente, même chez l'adulte. Alors, les grands messages 2, c'est fondamental, si vous retenez qu'une chose, ça sera très bien, c'est celle-là. Une atteinte hépatique médicamenteuse ne diffère pas d'une atteinte organique. C'est un diagnostic d'exclusion plus. Et en fonction de la présentation de l'hépatite, soit cholestase, soit cytolyse, soit mixte, il faut bien sûr évoquer toutes les causes possibles de cette symptomatologie. Et quand même, 2% des causes d'ictère sont médicamenteuses, donc c'est quand même pas négligeable du tout. Et les interactions médicamenteuses peuvent compliquer les choses en modifiant les transformations de substances actives, voire toxiques, etc. Et on a évoqué, si vous voulez, un mécanisme auto-humain pour un certain nombre de médicaments qui entraînent des accidents hépatiques. Alors, il y a enfin le 3e point dans les grands messages, 3e diapo, c'est qu'il faut absolument tenir compte du terrain et des facteurs de risque. Et quand un patient arrive avec une atteinte hépatique, il faut lister systématiquement tous les médicaments pris et la chronologie dans les 3 mois précédents. Et bien sûr, ne pas oublier l'automédication, ce qui est très très important, et vérifier le profil des effets indésirables de ces médicaments-là, se faire aider par la biblio et par les experts, un toxicologue éventuellement, ou bien sûr un hépatologue. Et c'est très très important d'informer le patient par écrit en décrivant l'effet indésirable pour que la chaîne soit complète et bien sûr le médecin traitant. Actuellement à l'hôpital, on fait beaucoup plus de comptes rendus d'hospitalisation, pas trop tardif, ce qui a beaucoup changé par rapport à ce que je connaissais quand j'avais à peu près votre âge, où on ne faisait pas beaucoup de comptes rendus. Alors la conclusion, excusez-moi.
Il n'y a rien de caractéristique, c'est un diagnostic différentiel. Et la documentation, le Vidal est très incomplet. Je pense que vous savez, on vous l'a dit, que le Vidal, c'était fait d'informations du laboratoire et que les laboratoires avaient l'obligation de mettre un plan d'information sur les grandes contre-indications, précautions, etc. Et après, le labo peut enrober. Et plus on enrobe, plus on perd les messages. Il y a des abrégés divers, des polis, etc. Méfiez-vous quand même de la qualité des polycopiés. Il y en a où il y a quelques bêtises. Et puis maintenant, on est bourré de bases de données diverses et variées, donc ça peut être une grande noyade. Il y a un bouquin qui est très bien, que vous pouvez consulter à la bibliothèque, que suivant ce que vous ferez, vous pouvez acheter quand vous aurez des sous, ce qui n'est pas tout de suite le cas. C'est le Martindale, qui est une pharmacopée européenne et qui a l'avantage d'être anglais, mais l'anglais c'est du technique, et qui donne des infos à la fois sur les médicaments anglo-saxons, mais aussi sur les médicaments européens. C'est quand même pas mal. Micromédex, méfiez-vous. Je ne sais pas si vous connaissez Micromédex ou pas. À la pharmacie, les pharmaciens l'ont à Cochin. Dans les services, vous pouvez l'avoir. Vous avez déjà pianoté sur les micros des services ou pas? On vous laisse faire? Non, même pas les internes ne vous laissent pas faire. Bon, il y a délégation à la formation. Vous pouvez consulter le Vidal, Micromédex. Hein, justement, vous pouvez justement regarder ce que c'est. Et Micromédex, c'est complètement américain. Donc, il n'y aura pas d'informations sur certains médicaments français ou européens. Donc, méfiez-vous. Il y a zéro information. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Et voilà. Et puis, il y a PubMed qui n'est pas facile. Et PubMed, c'est toutes les revues anglo-saxonnes, toujours en anglais. Et PubMed, c'est avisé, ça c'est très bien pour les médecins, c'est avisé d'usage thérapeutique, c'est-à-dire c'est plus orienté sur la tactique thérapeutique, l'efficacité des médicaments. Par exemple, les antibiotiques, vous trouverez plein de références, mais ça ne sera pas sur la toxicité, ça sera sur l'efficacité. Et par ailleurs, il y a des situations qui ne sont pas toujours bien analysées, c'est le sujet âgé, la femme enceinte et l'enfant. Voilà. Et il y a des experts. Et vous avez Michel Biour, qui est responsable du centre de pharmacovigilance de Saint-Antoine, a élaboré une base de données qui s'appelle Biurtox, où il y a hépatox, pneumotox, pancréatox, hématox. Et c'est pas mal. Ça permet de vérifier qu'on n'a pas raté des références. Voilà.